je commençais à écrire un scénario de fiction qui s'inspirait un peu d'une nouvelle de Borges qui s'appelle La demeure d'Astérion, où il raconte, où c'est le Minotaure qui se raconte à la première personne. Et Borges faisait du Minotaure ce monstre sanguinaire qui tue tous les ans des garçons et des filles de Thèbes. Et il en faisait une sorte d'être maudit et surtout assez mélancolique et solitaire. Et je sais pas, cette nouvelle m'avait beaucoup touché. Je voulais faire une adaptation moderne de cette nouvelle sous la forme d'un tueur en série dans le métro parisien contemporain. Voilà, un Minotaure actuel dans les méandres de son labyrinthe. Donc voilà. Et j'écrivais ce scénario de fiction pure et je m'étais dit il faut que je me renseigne sur les tueurs en série si j'en fais un. Et c'est là où, en lisant un livre sur les tueurs en série, un livre qui s'appelle Serial Killers de Stéphane Bourgoin, où en préambule, Bourgoin parle de l'affaire Bruno Redal sur une ou deux pages, je crois. C'était il y a plus de 10 ans, hein, en disant que voilà. Ce n'est pas un tueur en série. Que déjà, c'est le premier paradoxe, c'est un tueur en série qui n'a tué qu'une seule fois. Ouais. Et que contrairement à ensuite, les tueurs en série, souvent on imagine, je sais pas, les États-Unis, le XXe siècle, des villes, des trucs assez nocturnes. Et là, on est au Cantal en 1900 avec un jeune de 17 ans séminariste, qui veut être prêtre, qui tue qu'une seule fois. Enfin, déjà, il y avait beaucoup de choses un peu inhabituelles, quoi. Donc, là, plus par curiosité personnelle, je veux approfondir cette histoire. Enfin, je veux en savoir un peu plus. Et très vite, je tombe sur le rapport des médecins, les 3 médecins, qui ont fait un rapport médico-légal d'une centaine de pages, et dans lequel il y a 2 éléments qui tout de suite m'ont donné envie de faire le film. C'est dans leur rapport 30-40 pages, c'est des extraits des mémoires de Bruno, et là je découvre j'ai une sorte de choc littéraire, quoi. Enfin, un choc déjà de ce style, d'avoir affaire à une sorte d'écrivain assez brillant, assez déstabilisant, et il y a quelque chose dans ce texte qui me fascine et aussi qui m'émeut beaucoup. Enfin, je suis d'un coup très touché par ce jeune homme, et ce qui me pose des questions sur mon empathie, et d'où elle vient, pourquoi elle existe, ça pose des questions, je trouvais. Et puis il y avait ça, et puis d'un autre côté, dans le rapport, il y a quelques photos du vrai Bruno, 4-5 photos de lui, où en effet on a affaire à un jeune homme très très juvénile, comme c'est dit, très chétif, et surtout très très ordinaire, assez banal même. Et quelque part, c'est pas que j'étais déçu, mais je m'attendais à un physique plus attendu de psychopathe de cinéma, avec une tête un peu plus. Et là, j'ai un petit Cantalien de 1900 qui est très 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 ordinaire. Et je me dis, entre cette image qui renvoie et ce texte d'une grande beauté, d'une grande violence, qu'il y a un abîme entre les deux, entre l'image qui renvoie et ce qu'il avait au fond de lui. Et je m'étais dit, là, il y avait un truc, même en termes de cinéma, qui m'intéressait à creuser, quoi. Voilà. Et ce texte de Bruno Redal, il est accessible ? Comment est-ce qu'on le trouve ? Comment est-ce qu'on... Alors, ça, justement, quand je commence mes recherches sur l'affaire, je me dis, voilà, ça va être un peu long. En fait, en 2 clics sur Internet, on trouve le PDF du rapport des médecins, mais vraiment qui se télécharge. Donc voilà, c'est un peu décevant, quoi, les archives. Google, quoi. Bon. C'est le rapport aux archives d'aujourd'hui. C'est ça. Mais alors, ceci dit, donc voilà, il y a ce texte, le rapport médico-légal, qui est très important et dont je me suis beaucoup servi, parce qu'au-delà des extraits des mémoires de Bruno, il y a les professeurs, les 3 médecins ont fait une enquête de terrain même. Ils ont interrogé les voisins, les gens de la famille, les gens du séminaire. Il y a aussi des éléments qu'on apprend sur Bruno que lui-même c'est pas qu'il révèle pas, mais il se dit que c'est pas. Il en parle pas. Et donc il y a ça. Et puis par contre, les mémoires de Bruno, c'est 11 carnets, parce que c'est les médecins qui lui donnaient des carnets d'écoliers. Donc c'est 11 carnets de 28 pages, les petits carnets d'écoliers là. Donc en fait, ça fait plus de 200 pages du coup, presque 300. Donc c'est assez colossal. Et ça, par contre, c'est dans les archives du professeur Lacassagne, qui est le médecin du milieu, joué par Jean-Luc Vincent. C'est dans ses archives à lui qu'on peut accéder aux mémoires complètes de Bruno. Et ça, je les ai retrouvées dans les archives de Lacassagne à Lyon.
À Villeurbanne, à la bibliothèque de Lyon, en fait. de Lyon, Ouais, d'accord. c'est à Lyon. Et du coup, moi, mon gros travail ensuite, c'est que voilà, j'ai une somme colossale. J'ai un peu ce que je m'étais dit à un moment, c'est que j'ai deux évangiles, quoi. J'ai l'évangile selon Bruno, l'évangile selon les médecins. Et avec ça, ce sera mes deux bases, mes deux archives à partir desquelles je vais essayer de tracer ma voie. Et puis, du coup, mon gros travail était surtout de faire mon travail d'écriture, de travail de montage presque déjà, de sélectionner, très vite, je me suis dit, je vais rien inventer. Enfin, c'est assez riche comme ça. Bruno est assez lucide et exhaustif, surtout sur lui-même, sur ce qu'il traverse, sur ce qu'il a vécu, sur son environnement. Enfin, il est une sorte un analyste hors pair, quoi. C'est ce qui est quand même assez dingue, vu son âge, sa condition, les pulsions qui le traversaient. Bah, je m'étais dit, je vais rien inventer, mais par contre, voilà, vu que c'est un film, bah, je vais devoir sélectionner des passages plus que d'autres, étirer certains, d'autres être plus elliptiques. Enfin voilà, tout un travail où je m'étais dit, par contre, je vais rien inventer. Et donc typiquement, ce qu'on entend en voix off dans le film, c'est des extraits de ces mémoires que j'ai pas réécrites. Je voyais pas l'intérêt, surtout. Enfin, moi, je trouve que stylistiquement, c'est assez inouï, quoi. Enfin, Alors, il y a une dimension qui n'est pas dans le film, mais je voulais savoir si c'était quelque chose qui t'avait intéressé. C'est la dimension, je dirais, de contexte de cette affaire, qui est une affaire publique, où il y a des gros titres de journaux, il y a vraiment une, une opinion publique qui s'intéresse à ce type d'affaires et notamment à celle-ci. Donc, je voulais savoir si ça, c'était quelque chose que tu avais regardé, voilà. Et pourquoi le choix de ne pas le mettre dans le film, par exemple. Et puis l'autre aspect de contexte, c'est plus autour. Alors lui, il est dans le film, mais de Lacassagne, qui est un personnage très important de l'époque, un grand criminologue, voilà, qui est en même temps un médecin. Donc il est au cœur aussi bien de l'opinion publique que de tous les travaux des médecins de l'époque sur ces cas de criminels. bah, en fait, typiquement, il y a, tout de suite, quand je commence à travailler sur ce film, bon, bah, ça se passe en 1905, c'est pas une année parmi d'autres. Bon, c'est l'année de séparation de l'Église et de l'État. Donc, et puis, vu l'histoire, même un de mes premiers titres, c'était Bruno Redal ou La séparation. Enfin, on va enlever ça. Mais voilà, c'était un peu mauvais jeu de mots. Et, et du coup, non, mais. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, au-delà du fait que la jeunesse du coupable comme de la victime, l'atrocité et du geste, enfin, une décapitation, plus le fait que c'était un séminariste, bon, forcément déjà. Oui, ça a été dans le débat de l'époque, l'idée que c'est un séminariste, c'est quelque chose de très bah, important. Du coup, en effet, j'ai lu à peu près tous les articles de journaux qui sont parus à l'époque à ce sujet. Et bon, déjà, on voit que la déformation médiatique était à fond, quoi. Donc, avec des inventions, n'importe quoi sur comment ça s'est passé, tout ça. Et du coup, notamment, bon, il y avait toute une presse, par exemple, anticléricale à l'époque, qui s'est un peu emparée de l'histoire en disant, bon voilà, on a bien fait de faire passer la loi. Regardez, au bout d'un an de séminaire, ce qu'ils font, les ça gars. donne, ouais. Donc, c'est un peu réducteur. Après, bon, c'est clair et net que la religion est un des gros poids, une des grandes forces qui ont pesé sur les épaules de Bruno. Mais ça n'explique absolument pas tout. Mais du coup, à l'époque, ça avait fait un peu scandale parce que ça tombait au bon moment, quoi. Une affaire comme ça, forcément. Du coup, mais après, moi, je me suis dit, tout comme Lacassagne, en fait, je me suis dit, en fait, très vite, mon travail à moi, enfin, en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de faire une adaptation presque des mémoires de Bruno, mais comme si j'adaptais Le Rouge et le Noir ou Voyage au bout de la nuit. Enfin, je sais pas, il y avait un truc j'ai un texte d'écrivain et je vais essayer d'adapter ce texte. Et est-ce que dans ce texte, Bruno parle de cette loi de séparation de l'Église et de l'État ? Non. Est-ce qu'il parle beaucoup de Lacassagne ? Assez peu, finalement. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais essayer d'être dans son point de vue. Et lui, bah, c'est un obsessionnel et ses obsessions n'étaient pas tellement de est-ce que la loi va passer ou pas ? Enfin, il s'en foutait. Enfin, on le voit bien dans le film. Il a d'autres choses en tête qui sont un peu plus puissantes, quoi. Et du coup, voilà, je me suis dit,
typiquement sur la religion, il faut que ce soit un climat, faut que je le traite presque comme un climat, comme un paysage, comme quelque chose de sonore qui est présent visuellement, comme une humeur presque qui est là. Alors bien sûr, des fois même dans les dialogues, c'est clairement dit, on sent qu'il y a des choses qu'on a dit à Bruno et qui répètent et qui l'ont façonné. Mais moi, je voulais pas faire de discours là-dessus. Je voulais que ce soit plus quelque chose d'atmosphérique presque. Et sur la Cassagne, pareil, je me suis dit, voilà, j'ai fait assez peu de recherches sur lui. Voilà, je connais à peu près les bases. Mais pareil, pour lui, je me suis plus basé sur le rapport médico-légal, où j'ai vu dans l'écriture des médecins, déjà le fait qu'il s'est passé plusieurs mois à l'interroger, à lui demander d'écrire ses mémoires, à essayer de, au final, pas trop le juger, d'essayer de le comprendre, de comprendre les déterminismes qui ont agi en lui, sans forcément le pardonner ni l'excuser, mais d'essayer de comprendre quelque chose en lui et de lui laisser cette parole. Et même dans leur texte, je voyais une forme d'empathie, de tendresse, de pitié qu'il pouvait avoir pour lui. Et c'est ça que j'ai essayé de construire, notamment avec le Jean-Luc Vincent qui joue le rôle. Et en essayant, voilà, on s'est dit, bon, qu'est-ce que pourrait pour nous être la Cassagne, mais sans essayer de reproduire la réalité. Même physiquement, typiquement pour Bruno, je me suis inspiré des vraies photos pour essayer peut-être de trouver quelqu'un. Je trouvais que le physique de Bruno disait quelque chose de lui. Le physique de la Cassagne, le vrai, on a plein de photos de lui, ça m'intéressait pas plus que ça. Et le vrai la Cassagne ressemblait plus à Philippe Noiret dans Le Juge et l'Assassin, par exemple, qu'à Jean-Luc Vincent. Mais je trouvais que Jean-Luc Vincent apportait quelque chose qui, moi, m'intéressait plus, en termes émotifs presque. Alors, il y a une dernière question, je dirais d'historien, enfin, un petit peu avant de passer au travail sur le film proprement dit, mais qui est intéressante, je trouve, c'est que aussi bien d'ailleurs le cas de Bruno Redal que la Cassagne, que ces comportements criminels et ces textes surtout un peu infâmes, comme on dit, intéressent les historiens, et notamment un historien connu qui s'appelle Philippe Artière, qui a d'ailleurs écrit un livre sur Bruno Redal, sur cette affaire, récemment. Et donc je voulais savoir si tu avais eu l'envie, la tentation, ou au contraire une sorte de réticence qu'on peut tout à fait comprendre à prendre langue avec Philippe Artière, à travailler avec lui ou non. Donc Philippe a vu le film, il aime beaucoup le film, et on est assez proche avec Philippe, donc je lui avais dit de venir ce soir. Malheureusement, il pouvait pas, il est en province, mais ça aurait été intéressant de cette rencontre avec Artière, donc qui n'a pas eu lieu, je vends un peu la mèche, mais comment est-ce que tu t'es positionné par rapport aux travaux d'un historien qui est relativement connu? Moi, quand je commence à écrire le scénario, je commence dès 2012 à écrire le scénario, je le mets de côté, ensuite pendant plusieurs années, je le reprends et tout ça. Et on finit le film, le tournage fin 2019, le montage printemps 2020. Et à ce moment-là, Philippe Artière, je sais qu'il a écrit, pas écrit, mais le livre des vies coupables, typiquement, il avait fait des travaux sur la Cassagne, il avait publié certains des autres criminels qui avaient écrit leur vie à la demande de la Cassagne en prison. Donc tout ça, j'étais au courant, mais il n'avait pas encore écrit son livre, Un séminariste assassin, l'affaire Jean-Marie Bladier. Et j'ai découvert ça, de toute façon, il y a quelques mois, en fait, qu'il avait écrit ce bouquin. J'étais genre, merde. Merde, pas au sens, je suis pas au courant. En fait, parce qu'une fois que j'ai fini ce film, je voulais plus trop en entendre parler de Bruno. Ça commençait à faire longtemps que j'étais sur l'affaire. Et du coup, non, quand même, au moment de l'écriture du scénario, c'était pas une réticence à faire appel à des historiens mais en fait c'est que le texte de Bruno me suffisait en termes de cinéaste. En fait, son texte, le rapport des médecins et son texte à lui, pour moi, c'était largement suffisant pour moi. Du coup, c'est pour ça que j'ai rencontré aucun historien, j'ai rencontré aucun même juriste, psychanalyste, quoi que ce soit, parce que quelque part, le texte de Bruno se suffit à lui-même. Pour moi, il se suffisait à lui-même. Et je préférais aussi peut-être qu'il y avait quelque chose de l'ordre de me sentir
un peu libre de... Alors, voilà, j'étais très très fidèle, je crois, à l'histoire, telle que je l'imaginais, mais pouvoir prendre quelques libertés quand même. Ou voilà, vu que je sais que ce que le film représente, c'est une petite partie de l'histoire vraie, de toute façon comme tout, hein, mais voilà, je voulais peut-être pas me sentir cadenassé par un historien qui m'aurait dit non, mais c'était pas comme ça à l'époque. On fait beaucoup de, même esthétiquement, des trahisons avec l'histoire. Typiquement, un séminaire ne ressemblait absolument pas à ça. Après, c'est des petits détails, mais genre, typiquement, sur le train, c'est pas un train d'époque. Enfin bon, il y a 20 000 petits trucs comme ça, mais typiquement, le séminaire, ça ressemblait pas à ça. Et j'en suis conscient, et je trouvais ça bien. Enfin, j'étais très à l'aise de pouvoir le faire, et l'équipe était très au courant aussi que tout ça était une recréation de l'époque à notre sauce. Et après, non, c'était nous, du coup, après, une fois que moi j'avais les deux textes comme base, ensuite c'était des références. On s'est beaucoup inspiré quand même de cartes postales d'époque. Ça a été des documents extrêmement riches pour tout ce qui était reconstitution de l'époque sur les coiffures, à quoi ressemblaient les gens, à quoi ressemblait une ferme, un séminaire quand même, comment ils s'habillaient, qu'est-ce qu'il y avait comme accessoires, enfin voilà, plein de choses pour essayer de reconstituer l'époque au plus juste quand même. Voilà. Et bon, il y a tout un travail aussi. Tu as déjà parlé de l'acteur qui joue la Cassagne, mais sur Dimitri Doré qui joue Bruno Redal, c'est peut-être une des choses les plus impressionnantes du film. Le travail qui a été effectué avec lui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Sur le casting à la base avec la directrice de casting, Baïja, on a. Moi, je voulais. Alors, parce que j'étais quand même. Alors, peut-être un moment trop révérencieux, ou je sais pas, mais avec Moi, Pierre Rivière de René Alliot, où typiquement, lui, ça se passait en Normandie, il a tourné près des lieux. Enfin, Moi, Pierre Rivière, il a tourné près des lieux où ça s'est passé, avec un casting entièrement local de non-professionnels. Et en même temps, c'est quelque chose qui me plaît, que je fais même que je faisais dans les films que je faisais avant. Je tourne principalement avec des non-comédiens, et notamment avec des gens de la région de tournage. Et là, typiquement, je me suis dit, par goût et aussi par... je pense que quand on fait un film d'époque, un tournage, c'est très artificiel quand même. On arrive avec nos camions, nos caméras, toute cette ingénierie fait que pour retrouver un peu de vie là-dedans, des fois c'est un peu dur. Alors quand c'est un film d'époque, n'en parlons plus, quoi. On a des gens en costume avec leur smartphone, en train de manger des knackis. Enfin, il y a un truc qui est bizarre. On se dit, oh, putain, pour y croire, il y a pour briser cette artificialité, des fois faire appel à des non-comédiens. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'aide. Alors du coup, pour ça, pour plein de raisons, on a fait un long casting sauvage pour essayer de trouver tous les rôles. Alors certains non, typiquement Jean-Luc Vincent, voilà, il y a un comédien de cinéma, de théâtre. Il y a d'autres rôles comme ça, René Loyon qui joue le prêtre, le supérieur du séminaire, Rémi Lebouc qui joue le berger qui agresse Bruno. Enfin, il y en a, en gros, c'est les trois principaux. Et sinon, tous les autres, au bout de 6, 7, 8 mois de casting sauvage dans le Cantal, Aveyron, Dordogne, Lot, Lozère, tout ce coin-là, on avait trouvé tous les rôles principaux, enfin la plupart des rôles principaux, des rôles secondaires. Mais voilà, quelques mois du tournage, on n'avait toujours pas le Bruno principal, quand même, qui tient un peu le film. Pour à peine, vraiment, j'avais... Si, en fait, on avait juste une personne, mais j'y reviendrai plus tard. Mais du coup, je vois Jean-Luc Vincent, justement, qui joue la Cassagne, en lui disant, on était en février, on tournait en juillet, je suis emmerdé, on n'a toujours pas Bruno. Et il me dit, tu veux qui vraiment au final? Je me suis dit, je veux un petit paysan du Cantal, un peu renfrogné, un peu timide, un peu introverti, chétif, 1m60. Oui, ça va être compliqué à trouver peut-être, du coup. Et par contre, il m'a dit, quelques mois avant, il avait vu au théâtre Dimitri Doré, du coup, en me disant, voilà, je pense qu'il est trop jeune pour toi, il doit avoir 13 ou 14 ans, mais il était époustouflant. Bon, en fait, il avait déjà 20 ans, Dimitri, mais il faisait très juvénile. Et donc, c'est comme ça, je rencontre Dimitri, qui a donc jamais joué au cinéma, mais fait un peu de théâtre. Et typiquement, dans la pièce en question, il avait joué, c'était une adaptation de Bernanos, et il jouait plusieurs rôles. Je crois qu'un assassin, un enfant de cœur, une femme, il jouait... Et en fait, déjà, Dimitri, depuis son plus jeune âge, aime bien... imiter les autres, se travestir, se transformer. Enfin, c'est un comédien qui aime ça, devenir quelqu'un d'autre. C'est pas
voilà, enfin, lui-même il le dit, son travail, même son plaisir de comédien, c'est la transformation, quoi. Mais du coup, moi, quand je le rencontre la première fois, il y a, physiquement, il me plaît beaucoup, et surtout sa voix, parce que je cherchais une voix particulière pour, vu que la voix off est l'ossature du film. Je voulais une voix qui nous rappelle comme l'innocence du personnage, une forme de candeur et quelque chose qui puisse un peu nous bercer. Et voilà, sa voix naturelle me plaisait énormément. Mais après, Dimitri est à l'opposé absolu de Bruno Redal. Donc, c'est super pour lui, mais moi j'étais un peu déçu. Je faisais du casting sauvage pour essayer de trouver quelqu'un, alors pas un psychopathe tueur et tout, mais quelqu'un d'un peu quand même qui, par certains aspects, puisse avoir un peu de l'humeur, de la teinte de Bruno. Et Dimitri, c'est l'opposé. C'est quelqu'un de joyeux, bienveillant, solaire, désinhibé, exubérant, enfin vraiment l'opposé. Mais bon, du coup, on m'a dit que Jean-Luc m'a dit que c'était un comédien exceptionnel, donc je le vois en essai. Premiers essais, il me plaît, mais bon, il est quand même très très loin du personnage. Mais je refais un deuxième et un troisième, et je crois 3 ou 4e, je me dis, bon allez, je change mon fusil d'épaule, donc ce sera un travail de composition. Et tout comme, en fait, voilà, le film s'appelle Bruno Redal, le personnage aussi, le vrai Bruno s'appelait pas Bruno. Et à un moment, je me suis dit, voilà, ça reste quand même notre vision, ma vision de ce personnage, de cette histoire. Et le fait que ce soit Dimitri qui fasse tout ce travail de composition m'a aussi aidé à me dire, voilà, on fabrique quelque part, c'est une recréation de tout ça, un peu personnel. Et Dimitri s'est inspiré des vraies photos du vrai Bruno, des rapports des médecins où ils décrivent très bien comment il se comporte, comment il rentre dans une pièce, comment il tient le regard, comment il baisse l'épaule, tout ça. Et il a façonné physiquement le personnage, même dans sa diction, parce que Dimitri, par exemple, n'a aucun accent, donc il a dû travailler cet accent, ce qui était pour lui le plus dur en fait. Le travail physique, il est habitué, c'est un comédien qui vient du théâtre, du cirque, tout ça, ça allait. Mais trouver cette voix, la tenir sans que ce soit trop cliché, pouvoir jouer, continuer à jouer et avoir de l'émotion tout en faisant ce travail d'accent, c'était très compliqué pour lui, mais voilà, il a essayé de le tenir. Bon, peut-être une dernière question avant de vous passer la parole. Tu l'as évoqué toi-même. Pour ceux qui connaissent le cinéma de René Alliot et notamment moi, Pierre Rivière, hein, il est évident qu'il y a des liens, qu'il y a une sorte de filiation entre le travail d'Alliot et le tien dans ce film. Voilà, comment est-ce que tu as assumé ça? Et la question annexe, pour un premier film, c'est pas un petit peu difficile, lourd d'affronter un sujet comme ça, et puis aussi non pas de se mesurer, mais en tout cas d'entrer dans une filiation d'un cinéaste comme René Alliot? Juste pour la dernière question, en fait, alors je sais que je suis un inconnu total et tout, mais pour moi c'est pas mon premier film. J'avais fait beaucoup des courts-métrages avant, des films qu'on a vus ou pas et tout ça, mais pour moi c'est pas mon premier film. C'est un film qui s'inscrit dans d'autres films que j'ai fait, et donc j'avais pas cette idée de me dire voilà, c'est mon premier film. Pour moi c'est pas mon premier film, donc c'est mon premier long-métrage industriel, on va dire. Voilà, mais c'est clairement ça, hein. Mais je le prenais comme un film parmi d'autres, quoi. Et même je crois que sur le tournage, enfin voilà, c'est un film au final à petit budget, et j'ai essayé de travailler avec les gens avec qui j'avais déjà fait des courts-métrages, et on était plus dans une sorte de court-métrage qui dure plus longtemps, dans l'esprit de ce tournage et de comment on l'a fabriqué, que dans quelque chose qui pour moi changeait radicalement d'un coup, genre c'est mon premier long là, waouh. Non, il y avait un camion de plus, et puis plus de budget certes, mais la fabrication était dans la continuité du reste, donc pour moi, voilà, j'avais pas ce cap-là. Pour moi, j'avais pas l'impression de faire autre chose. Et ensuite, René Alliot, le problème, c'est qu'au début, du coup, quand je découvre cette histoire en 2011, très vite, je me mets à écrire un scénario. Et à un moment, je le mets complètement de côté, comme je disais, parce que à un moment, je me suis dit, voilà, je suis en train de faire moi, Pierre Rivière 2. À quoi bon? Le premier est génial. Donc vraiment, ça a été un peu inhibant, parce que je sais pas, je m'étais dit. Et je pense en fait aussi que j'étais peut-être pas assez mature, ou. Je pense que mon premier scénario, je l'ai pas relu depuis, mais j'étais beaucoup plus jeune, et il y avait peut-être un truc où j'essayais de faire un truc peut-être plus scandaleux, ou. Ouais, peut-être.
Voilà. Mais en tout cas, René Alliot m'aidait pas, en tout cas, parce que je m'étais dit, voilà, il a fait un chef-d'œuvre et le mien sera trop. Et en fait, quelques années après, en 2016, je crois, 2017, quand je reprends cette histoire avec plus de distance, là, je me dis, voilà, forcément, René Alliot, Ma Pierre Rivière, entre la voix off, le 19e, le monde paysan, ok, il y aura des similitudes, mais les deux films seront aussi différents l'un de l'autre que Pierre Rivière est différent de Bruno Redal. Et les deux personnages, si on regarde bien, sont très très différents. Donc voilà, il y a quelques points communs, mais typiquement, Pierre Rivière voulait venger son père en tuant sa mère. Bruno Redal, c'est pas ça du tout. Le lien à la sexualité est quand même extrêmement important chez Redal, beaucoup moins chez Rivière. Même, on est en Normandie en 1830, là, on est au tournant du siècle, dans le Cantal. Rien que ça, en fait, c'est énorme. C'est comme si on faisait un film aujourd'hui, une histoire d'amour à Paris, et qu'on disait, ah oui, mais Hôtel du Nord, c'est déjà le cas. J'ai jamais vu Hôtel du Nord, je dis peut-être n'importe quoi, mais juste, non, il y a 70 ans d'écart, c'est pas du tout la même société, les mêmes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, en fait. Le poids de la religion, enfin, la force de la religion est aussi. Et que même tout simplement dans ma façon de filmer, il y a des choses qui peuvent se rapprocher de Alliot qui lui-même a des liens avec peut-être Bresson ou Eustache et que je peux peut-être à certains aspects, à certains endroits avoir, mais à d'autres pas du tout, quoi. Et je pense que même un truc qui est magnifique, moi je trouve dans le film de Alliot, c'est typiquement lui, son comédien et un non-comédien du Cru, Pierre Hébert, je crois, qui est fabuleux. Et tout comme Dimitri, moi je l'aime beaucoup, mais c'est des jeux assez opposés au final. Et la mise en scène est très différente, et il y a peut-être plus de lyrisme des fois dans Redal que dans le sien. Et voilà. Alors bon, c'est peut-être une question qu'on voudrait te poser, mais comment est-ce qu'on dirige des séquences aussi violentes que ce qu'on voit à certains moments, quand même, qui est une décapitation presque documentaire. Comment est-ce qu'on dirige une séquence comme ça? Moi, en fait, avant et pendant le tournage, ce que j'appréhendais le plus, c'était pas ça, c'était le travail avec celui surtout qui joue Bruno à 12 ans. Parce que lui, typiquement, celui de 6 ans, par exemple, n'est pas conscient de toute l'histoire. Donc ses parents, bien sûr. Et puis, pour un film comme ça, vous imaginez, on fait un dossier comme ça pour la DAS pour expliquer comment tout ça va se passer. Et pour rassurer tout le monde, et c'est normal, enfin, ça va de soi. Mais pour celui de 6 ans, voilà, lui, c'était un jeu beaucoup plus physique. Ce qu'il avait à faire, c'était, ce qui n'est pas évident, c'est jouer la maladie, c'est sourire quand on n'a pas envie de sourire parce qu'on a 6 ans, qu'on est fatigué. Enfin, et c'était plus un travail d'accompagnement pour essayer de le mettre bien pour qu'il puisse jouer les scènes comme il faut, sans avoir conscience de tous les enjeux qu'il y avait derrière, quoi. Lui, typiquement, le petit de 6 ans, bon, maintenant il en a 9 et demi. Il a vu que ces scènes à lui, il n'a pas vu l'intégralité du film. Et même, je crois que ça ne l'intéresse pas. Il est encore trop jeune pour trouver un film comme ça intéressant. Celui de 12 ans, par exemple, lui, clairement, il sait ce qu'il va jouer, ce qu'il doit jouer, pourquoi il le joue, et il est conscient de toute cette histoire. Et c'est là où moi, j'avais le plus de problèmes, parce que pour Dimitri, bon, c'est un vrai comédien, il a 20 ans, bon, il sait faire la part des choses. Enfin, en tout cas, moi, je prends un comédien qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, déjà est assez différent de son personnage. Mais celui de 12 ans, c'était lui, parce que voilà, il y a une scène d'agression sexuelle où il se masturbe, ou quand il a des regards sur des camarades, il sait très bien ce que son personnage pense, même si c'est pas lui qui fait la voix off. Et c'est pour ça que là, le casting a été très long, parce que typiquement, par exemple, pour jouer ce rôle, donc là, c'est Roman Villedieu, il y avait un peu 2 finalistes, et il y en avait un autre que j'avais trouvé dans le Cantal, et que je trouvais quelque part presque mieux physiquement dans ce qu'il dégageait que Roman, mais qui était peut-être pas assez mature ou trop sensible, mais je sais pas, j'avais peur qu'il puisse mal vivre l'expérience, qu'il puisse pas faire la part des choses entre son rôle et lui-même, alors que Roman, alors, ça l'avait sans doute aidé, il avait déjà fait 1 ou 2 ou 3 courts-métrages avant, des petites choses, mais il avait déjà l'expérience d'un tournage, de qu'est-ce que c'est que toute cette machinerie.
Et surtout, quand j'ai commencé à faire des répétitions avec lui, je voyais qu'il avait du plaisir à jouer. Alors c'est con, hein, mais quelque part, quand on fait une scène comme celle avec le berger, si on prend pas du plaisir à la faire, c'est l'enfer, je pense. Et lui, des fois, après certaines prises, moi je trouvais ça bien, bah, lui, il voulait la refaire. Il n'était pas content de ce qu'il avait fait. Et ça, dès les répétitions, je voyais qu'il avait un peu ce truc de comédien qui, qui prend du plaisir. Par exemple, la scène de classe où il y a le petit qui récite sa poésie. Alors, je sais plus quel film il avait vu avant. Je crois que c'était Shining ou un truc comme ça. Et il voulait à tout prix faire Nicholson. Alors, je confonds peut-être, mais il me faisait les premières prises des trucs genre à fond Nicholson. Et moi, mon travail, c'était plutôt de le rendre ça un peu plus ténu, quoi. Mais du coup, c'était bien. C'est que je voyais qu'il savait que tout ça était pour lui. Il savait que c'était une histoire vraie, tragique et tout ça, mais que fallait jouer, voilà. Et avec le sens du jeu et de l'amusement là-dedans. Et du coup, voilà, pour moi, c'était ça. Et une fois que j'avais trouvé Roman qui a su faire ce rôle et prendre du plaisir à le faire tout en le faisant avec beaucoup de sérieux quand même, parce qu'il était conscient que voilà, il jouait pas une comédie, quoi. Et voilà, ça m'a... Après, typiquement, la veille de la scène de l'agression avec le berger, ni lui, ni moi, ni la mère de Roman, ni celui qui joue le berger, on dort très bien quand même. On sait que le lendemain, ça va... Mais typiquement, ce genre de scène, moi je suis très très carré sur le découpage. Typiquement, c'est une scène où je dis action et coupé. J'essaie pas de créer une sorte d'infiltration du réel dans la scène. Là, je me l'interdis. Ça va de soi. Mais et on ne joue pas la scène en entier, on la découpe par moments, quoi, qui font qu'il n'y a pas... jamais on fait cette scène, on ne la tourne pas dans la continuité des 4-5 minutes de la scène. Et par exemple, la scène du meurtre, avec la décapitation, là, c'est une scène beaucoup plus technique, avec des prothèses, des effets spéciaux. Enfin, tout ça est beaucoup plus un travail de technicien presque. Même si, voilà, encore une fois, là, il y a un enfant de 12 ans qui doit jouer la scène. Donc là, encore une fois, c'est trouver l'enfant qui pourra accepter de le faire, qui comprendra tout. Mais pour à peine, c'est beaucoup plus facile parce que lui, il vient, c'était un petit d'Aurillac. Alors déjà, c'est le fils dans la vie de celle qui joue la mère de Bruno Redal, dont son père, c'est celui qui joue le père de Bruno Redal, ses frères jouent des figurants, enfin toute la famille était mise à contribution un peu pour faire tout et n'importe quoi dans le film. Non mais du coup, ils ont tous... ça a été un peu la famille voilà, des Aurillacois qui ont pu participer au tournage depuis très longtemps. Et lui, typiquement, pour ce rôle, il doit se faire mouler la tête et les mains pour qu'on fasse sa fausse tête. Ça prend des mois, il peut voir l'évolution. Enfin, il y a tout un truc où il voit le côté très très artificiel, encore une fois, de tout ça qui fait que la scène ensuite devient un peu éprouvante à tourner parce que c'est une scène d'action. Donc il y a même un régleur de cascade qui doit lui apprendre comment tomber, se prendre des coups pour de faux, tout ça. Mais tout ça, après, là, moi, je me pose des questions morales, éthiques, esthétiques sur pourquoi et comment représenter une telle scène, mais sur la fabrication, beaucoup moins. Merci.